Bonjour messieurs, madame, bonjour messieurs les présidents, puisque vous êtes nombreux à être présidents parmi nous, mesdames, messieurs les parlementaires s'il en reste, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de clôturer au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Didier Guillaume cette deuxième journée nationale vétérinaire. Ce ministère est celui des agriculteurs, des éleveurs, des forestiers, des pêcheurs, des transformateurs, mais c'est aussi, et le ministre y tient, celui des vétérinaires. Les vétérinaires, comme l'indique le titre de cette journée, sont au service de la société, au service d'un animal, des animaux, mais aussi au service des éleveurs, des propriétaires d'animaux de compagnie et plus largement du consommateur citoyen. Pour répondre aux différents enjeux de la santé publique, mais également économiques, auxquels les pouvoirs publics, comme les filières de production, doivent faire face, il faut des vétérinaires. Des vétérinaires qui soient présents sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse des zones les plus rurales ou de celles où la densité animale est parfois trop faible pour permettre une activité rurale rentable. La lutte contre la désertification vétérinaire en milieu rural, la préservation du maillage territorial constitue une priorité pour le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, priorité reconnue par le gouvernement. Elle figure par ailleurs comme l'une des 200 actions de l'agenda rural porté par la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, dont j'imagine qu'elle a fait état lors de son intervention dans son message vidéo de ce matin. Je ne vous apprendrai rien, mesdames, messieurs, en rappelant que le vétérinaire en production animale, de par son expertise, est un acteur clé du sanitaire aux côtés des éleveurs. Pour l'État, je souhaite que nous confortions le rôle du vétérinaire sur 3 volets. Tout d'abord, en tant que vigie sanitaire, à l'heure où le nombre de foyers de tuberculose demeure élevé, où la peste porcine africaine est à nos portes, où le risque d'influenza aviaire est réel et où nombre de maladies animales peuvent potentiellement devenir des pandémies humaines, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, l'État a besoin de vétérinaires sur le terrain. Qu'il s'agisse de déploiement de mesures de biosécurité, d'une détection rapide des suspicions, de déclaration précoce des maladies, ou encore de réalisation d'enquêtes épidémiologiques, et aussi de la mise en œuvre de mesures de police sanitaire si malheureusement nous étions atteints par une maladie, nous avons besoin de ces vétérinaires pour assurer toutes ces missions. À côté de ce rôle de vigie sanitaire, on attend aussi du vétérinaire une action déterminée dans la lutte contre l'antibiorésistance. Et là, votre rôle est essentiel, vous, vétérinaires. Les résultats du plan éco-antibio ont été largement salués sur la scène internationale, reprises dans les médias, avec une baisse de consommation d'antibiotiques de moins 37% en 5 ans, puis de moins de 39% en 6 ans, toutes filières confondues. Le ministre souhaite vous remercier pour cette action déterminée, mais il souhaite aussi vous rappeler que l'effort ne doit pas être relâché et qu'il faut essayer toujours d'aller plus loin. Troisième volet, celui du bien-être animal. Et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, et nombreux ont été ceux qui, au cours de la journée, ont évoqué la question du bien-être animal. Le directeur général de l'alimentation a fait état tout à l'heure de l'intervention la semaine dernière ou il y a 15 jours, la semaine dernière, du ministre au cours d'une conférence de presse pour annoncer des mesures fortes dans le domaine. À l'heure où certaines associations se targuent d'être des lanceurs d'alerte en pénétrant de manière illégale dans les élevages, qui d'autre que les vétérinaires qui ont la compétence, la légitimité pour veiller au bien-être animal et en être les garants serait le mieux placé que pour assurer et contribuer à ce bien-être animal. Vous le savez, le ministre a annoncé la fin de la castration à vif d'ici 2021, parmi les 15 mesures annoncées. L'objectif, au-delà en fait de la fin de cette mesure emblématique, qui choque beaucoup nos concitoyens, il faut bien s'en rendre compte qu'il y a un certain nombre de pratiques, qui sont des pratiques qui perdurent depuis un certain nombre d'années, auxquelles on s'est habitué, ne sont plus tolérées, ne sont plus admises par le citoyen, et il faut le prendre en considération et évoluer et s'adapter pour prendre en considération ces attentes nouvelles. Donc au-delà de la fin de cette castration à vif,
C'est un objectif plus global que l'on vise, celui d'aller vers la fin des pratiques douloureuses en élevage, dès lors qu'elles peuvent être évitées. Il faudra, dans les prochains mois, que la profession vétérinaire soit présente, mais je n'en doute pas, pour accompagner les éleveurs dans cette transition. En premier lieu en filière porcine, pour la mise en œuvre de la fin de la castration à vif, mais demain aussi pour d'autres filières. La question du contrôle et du rôle des vétérinaires en matière de bien-être animal pose question et mérite d'être examinée. Je sais que certains d'entre vous s'interrogent, mais reconnaissons au moins la nécessité pour le vétérinaire de sensibiliser, de conseiller l'éleveur lorsqu'il constate des pratiques susceptibles de porter atteinte au bien-être animal. Ces rôles de vigie, de contribution à l'antibiorésistance, de lutte contre la maltraitance animale, les vétérinaires doivent pouvoir l'assurer sur l'ensemble du territoire. Or, nombre de vétérinaires ont plus de 55 ans en production animale. Et en particulier dans les zones rurales, ce pourcentage est élevé. Il faut donc préparer la relève et attirer des jeunes dans les zones qui sont en tension. Pour avoir des vétérinaires dans les campagnes, il faut redonner envie aux jeunes, et moins jeunes, j'oserais dire, de s'installer et de rester en rural. Rappelez que c'est le métier de vétérinaire, ce qu'est le métier de vétérinaire en rural, et lui de redonner tout son sens. Ce sujet de l'attractivité des métiers et de l'installation, en particulier des métiers ruraux, est d'ailleurs une priorité que les vétérinaires partagent avec d'autres professionnels, agriculteurs, éleveurs en premier lieu, mais d'autres professions aussi. Le ministre met en place une politique offensive sur l'ensemble du sujet du renouvellement des générations. Chaque amélioration du renouvellement d'une profession est bénéfique à l'autre, entre éleveurs et vétérinaires dans ces territoires. C'est pourquoi il nous faut mener les sujets de front et on s'y emploie. Vous le savez, le ministère a mis en place depuis plusieurs années, avec l'appui des écoles nationales vétérinaires et de la profession, des stages tutorés de 18 semaines en 5e année d'école vétérinaire. À ce jour, ce sont 80 étudiants et tuteurs qui ont pu en bénéficier, avec un financement du ministère de l'Agriculture, et 85% de ces jeunes ont fait le choix, à l'issue de leur stage tutoré, de rester en milieu rural, en production animale plus précisément, ce qui démontre la pertinence et l'efficacité du dispositif qui sera poursuivi. Donc le dispositif sera poursuivi. Au-delà du tutorat, au cours des études, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les stages constituent des moments privilégiés où les étudiants peuvent découvrir la réalité d'un exercice qui peut les effrayer de prime abord, surtout quand ils sont issus de milieux urbains. Ils ne sont pas hostiles à un exercice en milieu rural, mais c'est leur méconnaissance du milieu rural qui parfois les freine à passer le pas, à aller s'installer véritablement. Ils doivent être encouragés. Les vétérinaires, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui accueillent ces stagiaires, ont un rôle essentiel pour faire envie. Et je sais, Monsieur le Président du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, tout le travail qui a été conduit par notamment Françoise Buzieras sur le groupe Envie de clientèle pour essayer effectivement de faire en sorte que ces stages soient des moments privilégiés qui donnent envie effectivement aux jeunes de rester et de se projeter dans un avenir en milieu rural. Mais la question du profil des étudiants dans les écoles vétérinaires et du mode de recrutement est aussi posée. Fin 2019, après de mûres réflexions, qui a associé évidemment ces réflexions à la profession vétérinaire, les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, les deux ministres ont annoncé de concert une réforme majeure du recrutement dans les écoles nationales vétérinaires. L'ouverture d'une voie de recrutement en école nationale vétérinaire post-bac via Parcoursup. Cette nouvelle voie de recrutement doit permettre aux écoles nationales vétérinaires d'attirer des jeunes aux profils plus diversifiés, conscients des réalités du métier de vétérinaire praticien, ayant une origine sociale et territoriale plus large qu'actuellement. Il s'inscrit aussi dans une stratégie globale de réduction de la durée totale des études. La France est le pays européen où les études vétérinaires sont les plus longues, et de loin, ce qui est coûteux pour les jeunes, les familles, l'État, accessoirement, et retarde l'âge de la primo-inscription au tableau de l'ordre. Je sais
que ce sujet a fait l'objet de nombreux échanges, voire de critiques de la part de certains confrères, en particulier sur les réseaux sociaux, persuadés que la seule voie historique via une classe préparatoire appelée maintenant BCPST permet de recruter des bons profils, des étudiants de bon niveau. La même question s'était posée il y a quelques années lors de l'ouverture du recrutement post-BTS. Tout le monde se félicite aujourd'hui de la réussite des étudiants issus de cette voie de recrutement. Et je peux, en tant qu'ancienne directrice vétérinaire de l'école vétérinaire de Toulouse, vous dire qu'il y a 2 ans, la majeure de promotion sur les 5 années était une étudiante issue de cette voie de recrutement. Je remercie le professeur Margoni, je pense qu'il est ici présent, pour le travail qu'il a réalisé pour nous aider à mener ce projet à bien. Pour rendre cette évolution possible, les écoles nationales vétérinaires se sont aussi activement préparées à accueillir ces jeunes à la rentrée 2021. Et je les en remercie parce que c'est un travail qui est conséquent et auquel ils se prêtent, et encore actuellement, pour accueillir ces jeunes dans les meilleures conditions, dans une année qui sera une année supplémentaire et préalable aux 5 années d'études vétérinaires. Au-delà du recrutement, il faut pouvoir maintenir, au-delà du recrutement, au-delà de l'installation dans le milieu rural, il faut pouvoir maintenir les vétérinaires dans les campagnes. Plusieurs actions peuvent y contribuer. Monsieur le Président, je vais revenir sur un certain nombre de points que vous avez abordés. Tout d'abord, il faut redonner de la cohérence dans les différentes missions qui sont assignées aux vétérinaires, en particulier dans les zones rurales. Entre obligations de continuité de soins, vétérinaires chargés du suivi des élevages, vétérinaires traitants, vétérinaires sanitaires. Un modèle qui repose d'une part sur des vétérinaires d'astreinte qui se lèvent la nuit, travaillent le week-end, et d'autre part des vétérinaires assurant un suivi de troupeaux au travers de programmes de prévention n'est pas forcément durable. Je souhaite donc que nous travaillions avec la profession et avec les organisations professionnelles agricoles à ramener de la cohérence dans les missions des vétérinaires. Nous prendrons les mesures réglementaires nécessaires dans l'année qui vient pour aller dans ce sens. Il faut également assurer une rémunération au juste prix des différents services rendus sur des bases objectivées, et ce n'est pas forcément tout le temps à l'État à prendre en charge. Pour maintenir les vétérinaires, il faut aussi faciliter leur travail. Je sais, Monsieur le Président de l'Ordre, que vous êtes très mobilisé, vous êtes pleinement mobilisé sur le projet Calypso. Grâce à Calypso, grâce aux enregistrements réalisés par les vétérinaires, les utilisations d'antibiotiques seront suivies de manière plus fine dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance et permettront d'améliorer encore les résultats qui ont d'ores et déjà été enregistrés. Mais elle permettra également à chaque vétérinaire, sous réserve du respect des règles de la CNIL et de l'accord de l'éleveur, d'appréhender l'élevage dans sa globalité, de mieux assurer une mission sanitaire qui ne peut être dissociée d'autres facteurs influents sur l'élevage. Il faut également que nous travaillions sur la télémédecine que vous avez évoquée, Monsieur le Président, qui pourrait permettre, dans certains cas, d'éviter quelques heures de trajet et faciliter la permanence des soins. Pour maintenir les vétérinaires, il faut également permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de se mobiliser pour soutenir le maillage. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation travaille avec le ministère de la Cohésion et des Territoires sur un projet d'article de loi, mais je sais déjà que Mme Gouraud l'a évoqué dans sa vidéo, et un article du projet de la loi dit 3D, pour ceux qui ne savent pas, c'est la loi décentralisation, déconcentration, différenciation. Cet article permettra aux collectivités territoriales de soutenir financièrement le maintien des vétérinaires dans les zones rurales à faible densité d'élevage, disposition qui était permise pour les médecins, mais qui n'était pas autorisée par le Code des collectivités territoriales pour les vétérinaires. Un travail est par ailleurs en cours entre le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et les services du ministère pour identifier les zones critiques prioritaires dans le cadre de l'Observatoire démographique de la profession vétérinaire. Ces zones pourront bénéficier de manière peut-être plus ciblée de l'accompagnement et des financements qui seront ainsi mobilisés. Il s'agit aussi de conduire une réflexion globale et prospective sur les dynamiques en jeu. En effet, la profession vétérinaire ne se réduit pas uniquement aux vétérinaires ruraux et aux vétérinaires qui exercent leur métier à destination des animaux d'élevage, même si j'en ai beaucoup parlé. L'étude prospective sur les besoins en vétérinaire, qui vous a été présentée ce matin par Philippe Barallon, qui a été diligentée par la profession vétérinaire, rappelle que l'ensemble des métiers sont interconnectés. En premier lieu, on ne peut dissocier l'exercice de la médecine des animaux de rente avec celui de l'exercice
des animaux de compagnie. Le marché des soins aux animaux de compagnie est en forte croissance et nécessitera de forts besoins en vétérinaires dans les 10 prochaines années, et ceci doit être aussi pris en considération. Par anticipation, le ministère a augmenté le nombre d'étudiants accueillis dans les écoles nationales vétérinaires de 35% en 8 ans. Alors je sais que dans vos structures, vous avez du mal à recruter, parce qu'effectivement, comme les études sont longues, entre la décision, la mise en œuvre de la décision et la sortie d'étudiants diplômés, il se passe un certain temps. Et les premières promotions, qui ont été portées de 120 à 160 élèves, arrivent là maintenant sur le marché du travail. Je tiens à saluer les efforts qui ont été réalisés par les communautés des 4 écoles nationales vétérinaires pour accueillir et former ces étudiants dans de bonnes conditions. Mais l'augmentation du nombre d'étudiants ne suffira pas à elle seule. Pour répondre à la demande accrue en vétérinaire, nous travaillons avec la profession pour définir les modalités de délégation d'actes à des professions intermédiaires en canine ou à, comme vous l'avez dit, à vos collaborateurs, dans la mesure où ils seront suffisamment formés et encadrés et sous la responsabilité des vétérinaires pour réaliser un certain nombre d'actes, comme ça a été déjà autorisé pour la médecine rurale, la médecine des animaux de production. Enfin, je voudrais vous dire un mot, même si vous n'avez pas abordé le sujet, Monsieur le Président, sur un sujet qui est d'actualité criante, qui est celui des retraites. Je sais que ce sujet inquiète nombre d'entre vous, en particulier ceux qui vont être directement concernés par la réforme. Dès à présent, je voudrais insister sur un certain nombre de points qui ont été abordés lors des réunions, je tiens à le dire, constructives, qui se sont tenues au cours des dernières semaines avec le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et le secrétariat d'État en charge de la réforme des retraites. D'abord, le futur système universel entraînera une augmentation des pensions versées aux vétérinaires, de 18% pour un vétérinaire libéral avec un revenu équivalent à 40 000 € par an, jusqu'à 35% pour un vétérinaire libéral avec un revenu équivalent à 60 000 € par an. Alors certes, ce sont des cas types, donc forcément schématiques, mais ils tracent déjà et ils permettent de voir quelle est l'orientation vers laquelle on va et quelles seront les conséquences pour les professionnels que vous êtes. Ces cas types sont mis à disposition sur le site internet de la réforme de retraite et je vous invite à aller les consulter. Ces hauts significatifs seront liés en fait à 2 facteurs. Tout d'abord, l'indexation du niveau des pensions sur le salaire moyen par tête et la réforme de l'assiette de cotisation permettant de stabiliser le niveau des cotisations sociales. Alors c'est un peu techno, mais toute la réforme est quand même assez complexe. Cela vous a été indiqué lors des réunions, pour ceux qui participaient et qui vous représentez. Le projet du gouvernement consiste en une baisse de la contribution sociale généralisée, permettant de compenser la hausse des cotisations retraite. Ce transfert est permis par une harmonisation de l'assiette sociale des indépendants sur celle des salariés indépendants auxquels vous êtes rattachés. Elle passe par des mesures d'ordre législatif et réglementaire qui sont prévues dans le projet de loi actuellement discuté au Parlement. Enfin, et je sais que c'était quelque chose qui vous préoccupait, Monsieur le Président, et qui préoccupait vos représentants. Concernant votre caisse autonome, des modalités de maintien à travers une délégation de gestion sont à l'étude. Et s'agissant des réserves de votre caisse, celles-ci n'iront pas, je voudrais dire, dans le pot commun. Elles serviront à compenser, là aussi, les hausses des cotisations des seuls vétérinaires. Pour terminer, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, je voudrais vous dire que le ministre entend vos attentes, vos questionnements et sait votre impatience à voir les choses évoluer pour que le métier de vétérinaire, la profession de vétérinaire, soit reconnue dans l'ensemble des missions que vous apportez à la société, et elles sont nombreuses. Soyez assurés que le ministre et les services du ministère, en particulier le directeur général de l'alimentation ici présent, sont mobilisés sur ces différents sujets, sur les différents sujets que vous avez évoqués, pour que les choses progressent et qu'elles progressent rapidement. Je vous en remercie.